Radio Judaïka vous convie à prendre un verre de littérature le jeudi après-midi dans Café de Flore. Niki Depasse vous fait la revue des sorties les plus intéressantes en matière de livres. Jacques Mercier, lui, vous fait part dans son mémo de tous ses coups de cœur en grand format, mais aussi en livre de poche. Il y a deux choses, il y a deux anecdotes mêlées dans ça. Café de Flore, c'est aussi le lieu le plus convivial pour parler des livres avec leurs auteurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre entretien, Frédéric Becbédé ? Je crois qu'on peut nous mettre 20 sur 20. Niki Depasse et Jacques Mercier vous fixent rendez-vous dans Café de Flore le jeudi de 13h à 15h sur Radio Judaïka. Venez prendre un café avec nous au Flore. Café de Flore avec Niki Depasse. Voilà, nous sommes en direct avec Isaac Franco-Cohen et Valérie Cohen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venus de parler de vos ouvrages respectifs. Alors tout d'abord, honneur aux femmes, Valérie Cohen qui publie Monsieur à la migraine aux éditions Luce Wilquin, et puis Isaac Franco-Cohen, Ankylosé aux éditions La Muette. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai fait venir ensemble, tous les deux pour parler de vos livres. Eh bien, c'est parce que le thème qui vous réunit aujourd'hui, c'est l'amour, même s'il est totalement différent d'un livre à l'autre. Alors, c'est une belle surprise d'un côté comme de l'autre, puisque tout d'abord, avec Isaac Franco-Cohen, nous avons un livre qui parle d'amour, et ce n'est pas, c'est un vaste sujet. Ça m'a même étonnée d'ailleurs. Et puis Valérie Cohen, eh bien, Monsieur à la migraine, c'est l'histoire de 4 destins, 4 femmes qui ont aussi une histoire d'amour, mais complètement différente. Alors, on va commencer peut-être par Isaac. Le fait de parler d'une histoire d'amour, est-ce qu'il y a un peu de l'autobiographie à l'intérieur de ce roman ou pas ? On a certainement dû vous poser la question. Oui, sans doute. Oui, on m'a posé la question, en effet. Et il ne peut pas ne pas y avoir une part autobiographique, en particulier dans un premier roman. Il est certain qu'il y a du Isaac Franco-Cohen dans le personnage, dans le protagoniste de l'histoire, qui s'appelle Caleb Cohen. Absolument. Qui déjà partage mon patronyme. Il y a des caractéristiques de Isaac Franco-Cohen dans Caleb, c'est sûr, mais ce que va vivre Caleb dans Ankylosé, ça c'est quelque chose que Isaac Franco-Cohen n'a pas nécessairement vécu. Et là, la part d'autobiographie cesse. Mais c'est vrai que le personnage que je connais le mieux, ou le moins mal, dirais-je, c'est moi. Et c'est certain que j'ai transposé des caractéristiques, des grandeurs, des servitudes, des misères aussi, du personnage que je suis dans le personnage que j'ai mis en scène et qui s'appelle Caleb. Alors j'ai beaucoup aimé, moi, les 2 premières citations. Il y en a une d'Albert Cohen, bien sûr. Chaque homme est seul et tous se fichent de tous, et nos douleurs sont une île déserte. Et puis cette panne que rien ne guérit, mais que le temps seul peut engloutir, c'est Sainte-Beuve. On ne cite pas assez Sainte-Beuve, je trouve, et c'est très bien de l'avoir mis à l'honneur. Oui, je trouve qu'elle est très très belle, cette de Sainte-Beuve, et ça croque très très bien, ça photographie très très bien ce qui se passe dans votre roman. Tout à fait. Absolument. Alors on va parler un peu de ce personnage, Caleb, qui est un personnage dont on a envie peut-être même de tomber amoureux. En tout cas, dès le départ, il nous envoûte, ce personnage. C'est un personnage atypique, et les premières pages sont très belles, parce que vous définissez cet homme complètement différent. En tout cas, il a le type méditerranéen, c'est sûr. Il a cette nonchalance des pays du Sud, et il a surtout ce caractère bien trempé. Alors, on va dire, il est lié à cette île que vous imaginez, en tout cas qu'on cite à un moment donné, Rhodes. Donc moi, ça m'a parlé, bien sûr, et je ne dirai pas pourquoi, je n'ai pas expliqué, on n'est pas là pour ça, mais vous, pourquoi justement s'intéresser à un personnage aussi atypique, et pourquoi cette île ? D'abord parce que moi, je ne suis pas issu directement de cette île, mais je suis issu de cette culture. Vous êtes nonchalant aussi. Pas vraiment, d'ailleurs. Pas vraiment. Mais il y a de la nonchalance aussi. Oui. D'ailleurs, le personnage de Caleb, il y a un paragraphe qui est consacré à cela. C'est tout et son contraire. C'est un personnage extrêmement contrasté. Il tutoie les sommets et il touche les abîmes. Il est généreux, il est extrêmement contraire à la générosité. Il est très courageux, il est poltron. Il est tout et son contraire. Il est géant et il est nain en même temps. Et en réalité, il est un peu la condition humaine. Parce que chaque homme, chaque être humain passe
d'un sommet à un creux particulièrement profond. On est tout cela. Ce personnage a des caractéristiques très très marquées dans un sens ou dans l'autre, mais c'est ce qui le rend, c'est vrai, parfois attachant, parfois ridicule, parfois merveilleux, parfois très séduisant, très émouvant, parfois très irritant aussi. Mais voilà, c'est le personnage. Il est en tout cas authentique, il est narcissique, il est tyrannique. Silencieux. Il est silencieux, il parle beaucoup, mais il ne dit pas grand-chose. Oui. J'ai failli appeler ce livre un silencieux qui parle, d'ailleurs, parce que ce personnage qui emprunte à l'auteur, pour le coup, oui. C'est un personnage qui a été façonné par une éducation du silence. Dans notre monde, dans notre culture, oserais-je dire, on a tendance à penser que c'est une culture qui est profondément marquée par le bruit, le cri, la faconde, la facilité de parler, une parole tout à fait libre, sans entrave. On dit les choses facilement, on dit facilement « je t'aime ». C'est pas vrai du tout. Cette culture est très corsetée, très contrôlée, très maîtrisée et très austère, à la limite de la sévérité. Donc on dit beaucoup de choses, mais cette facilité de parole s'arrête là où les choses importantes commencent. Et là, on se taira. Et là, on privilégiera le silence de peur, peut-être, sinon vraisemblablement, de trahir sa pensée. Parce qu'on ne fera pas assez confiance à la langue pour trahir tout ce qu'on aurait envie, pour trahir tout ce qu'on aurait envie de dire. Et donc, on va privilégier le silence, de peur aussi, parce que c'est un personnage très pudique et dévoyé aussi, mais son côté pudique lui interdit de se dévoiler parce que ça a quelque chose de très très vulgaire, le fait de se dévoiler. Voilà, donc c'est un personnage qui est un peu issu de ce monde-là, très attachant et irritant en même temps. Et je dirais drôle, parce qu'il y a pas mal d'humour dans votre livre. D'ailleurs, je cite ici une phrase: « Empêchez le don de se plaindre, il vous maudira jusqu'à la nuit des temps ou au moins jusqu'au soir. » Oui, pas mal ça déjà. C'est pas mal déjà, parce qu'il ne va jamais aussi bien que quand ça va un peu mal, juste en dessous du bien et surtout quand il peut le dire. Oui. Alors, vous jouez beaucoup avec les mots. Vous dites qu'il peut vous dire à quel point il va un peu juste en dessous du bien, et là, il ne tarira pas d'éloges sur l'homme merveilleux que vous êtes quand vous n'avez rien fait d'autre que l'écouter ou faire semblant. Vous aimez jouer comme ça avec le personnage. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre à mon origine, mais il y a un véritable amour de la langue. Et des mots, parce que vous les mélangez avec une façon, une dextérité incroyable. Langue, c'est les mots. Il n'y a pas de langue sans les mots. Et il n'y a pas d'amour sans respect. Et ce que je déplore, ce que je constate, ce que je regrette profondément aujourd'hui, c'est cet irrespect à l'égard de la langue. On la traite un peu par-dessus la jambe. On la maltraite, on la dévoie, on dit un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on parle dans l'espace public avec 200 ou 300 mots seulement. Et dans ces 200 ou 300 mots, il y a une bonne quinzaine de mots béquilles, sans lesquels on ne peut plus voyager par la parole. Je vais en citer quelques-uns d'ailleurs que je reprends dans le livre. C'est le du coup, c'est le voilà, c'est le donc, c'est le au niveau de, c'est le en termes de. Tous ces mots béquilles sans lesquels les gens ne savent plus parler. Et j'ai essayé de montrer tout ce respect que j'ai à l'égard de cette langue. J'ai été élevé par ma mère qui était une fine dialecticienne, qui était une intellectuelle et qui m'a offert pour ma bar mitzvah toute la collection des littrés. Donc j'ai été élevé dans le livre. Joli cadeau. Oui, c'est un très très beau cadeau. Je ne l'ai pas oublié d'ailleurs, mais on avait le respect dans la famille de la langue. Et toute ma vie, j'ai eu une grande considération et j'avais depuis longtemps le désir de un jour passer à l'écriture et je savais que j'aurais eu un respect, je dirais, presque sacré à l'égard de la langue et aussi à l'égard de quelque chose
dont on ne souligne pas assez l'importance, c'est la ponctuation dans la langue. La ponctuation qui est la respiration dans un texte. On va bien sûr continuer à parler de vos personnages, puisqu'il y a Claire, il y a Blanche, et puis il y a cette histoire d'amour entre ces trois personnes. Il y a Alice aussi. Et il y a Alice, évidemment. Mais... et puis il y a une très belle lettre que Blanche écrit à Caleb, ça aussi on va en parler. On va passer à Valérie Cohen, qui... C'est pas le premier roman ici. C'est le quatrième. Le troisième paru aux éditions Luce Wilquin. Alors justement, Monsieur à la migraine, et vous parlez de femmes, 4 femmes. Alors le titre par rapport justement à ces personnages, pourquoi avoir choisi un homme ? Parce que c'est peut-être le centre du débat. En fait, ce qui m'a intéressée dans Monsieur à la migraine, c'est d'écrire un livre sur le désir féminin. Et qui dit désir féminin dit évidemment préjugés, parce que même s'il y a une libération sexuelle et que depuis 30-40 ans, les femmes vivent leur sexualité autrement, on ne peut pas effacer des siècles d'histoire durant lesquels se sont accumulés tabous, mythes, fantasmes. Et parmi eux, le célèbre Madame à la migraine. Et voilà, le titre avait l'avantage d'être assez imagé pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Et puis c'était une manière tendre, ironique, respectueuse à la fois, d'égratigner peut-être un petit peu l'ego masculin et de leur dire, ben voilà, le désir féminin est une vraie problématique, n'est pas le terme que je voudrais utiliser parce que c'est un mot négatif, mais est un univers en soi qui a ses méandres, et je voulais y associer d'une manière ou d'une autre les hommes, donc voilà. Comment a été créé le titre ? 4 femmes, il y a Anne, Noémie, Julie et Lucia. Elles sont toutes en couple, ou presque, et elles ont des problèmes par rapport à leur vie de couple, leur plaisir personnel. Et vous avez essayé un peu de montrer que finalement... la vie d'une femme, en tout cas le plaisir qu'elle peut avoir, être en couple avec quelqu'un est très important, et que ce n'est pas à un certain âge qu'il faut commencer à dire ce n'est pas grave, quoi. Ce qui m'a surtout intéressée, c'était la problématique que pouvaient avoir mes 4 héroïnes à être femmes avec un grand F et à assumer pleinement leur féminité. Elles ont chacune différents rôles dans leur vie, mère, épouse, employée, qu'elles assument merveilleusement bien, mais en elles, il y a cette douleur de ne pas pouvoir se sentir complètement épanouie, et elles ont en commun donc cette difficulté à être femme avec un grand F, et le fait qu'elles vont rencontrer un sexothérapeute aux méthodes un petit peu originales, qui va leur permettre de se confronter à leur propre histoire, de mettre des mots sur ce qui habituellement tue, parce que parler du sujet du désir, il y a une double difficulté. C'est d'abord trouver les mots justes pour effleurer le sujet, parce que dès qu'on parle de désir, de sexualité, c'est ou trop tendre, ou trop cru, ou trop gnangnan, enfin je veux dire... même les mots pour décrire ça sont difficiles à trouver. Et puis, dans quel espace de parole faire part de ces difficultés par rapport à sa sexualité, c'est pas toujours facile de le faire avec son compagnon. Et donc là, elles vont trouver un espace réservé aux femmes. Elles vont se voir tous les vendredis soirs, un petit peu comme une réunion d'alcooliques anonymes. Et elles vont pouvoir... partager ce qui les blesse ou ce qui les frustre, mais c'est surtout un livre très drôle sur cet apprentissage d'être femme. C'est ce que je voulais aussi souligner, c'est que c'est très drôle, c'est pas du tout un livre ou un essai sur la sexualité des femmes, ça n'a rien à voir, c'est un roman à la base où on ne dénonce pas, mais on montre, on essaye de faire un lien, un pont avec vos lectrices ou vos lecteurs, justement pour donner la parole d'une façon... jouissif, sans jeu de mots, pour essayer justement de comprendre que certaines femmes ne sont pas comblées au niveau de leur vie de couple, et que ce n'est pas grave, mais qu'il faut en parler. En fait, je pense qu'on est toutes à un moment de notre vie... C'est vrai que j'ai ri, moi, c'est un certain passage. Oui, moi aussi en l'écrivant, je dois avouer. En fait, j'ai beaucoup ri en l'écrivant, et en même temps, je dois avouer que pour écrire ce livre, j'ai été à des groupes de parole de femmes, j'ai eu l'aide d'une sexothérapeute, parce que quand j'ai eu l'idée du sujet, je me suis dit, je ne vais pas parler de moi, donc je vais inventer mes personnages, mais est-ce qu'ils tiennent la route ? Et là, je voulais avoir une caution un peu plus technique et scientifique à ce que j'écrivais. Et Julie Van Rompuy, qui est une sexothérapeute qui a créé l'Académie des Arts de l'Amour, m'a un petit peu relu et m'a donné son avis par rapport à mes 4 types de femmes. Mais donc j'ai assisté à des groupes de parole et j'ai été très touchée, mais vraiment émue parfois aux larmes, par la douleur de ces femmes. Parce qu'autant la sexualité peut être source de bonheur et de félicité, autant ça peut être vécu vraiment dans la chair comme le chaînon manquant de l'existence. Et ces femmes
que j'ai inventées, je ne les ai pas rencontrées évidemment en vrai, je n'ai pas retransposé des histoires, c'est de la pure fiction, mais en même temps il y a des éléments qui se sont trouvés dans les éco-témoignages que j'ai pu recueillir, et donc voilà, cette douleur face à cette problématique du féminin m'a vraiment interpellée, surtout que je pense dans un parcours de vie, à un moment ou à l'autre, qu'il soit bref ou plus long, on est une de ces 4 femmes. Donc tout le monde peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Et c'est à tout âge, en fait, je pourrais dire, les problèmes. Bien sûr. Bon, d'abord parce que la sexualité elle-même évolue, elle n'est pas la même à 18 ans qu'à la ménopause. Et je pense que le problème du désir féminin, c'est que c'est évidemment technique, mécanique, hormonal, mais c'est surtout lié à énormément de facteurs psychologiques, culturels, éducatifs, familiaux, les mots qu'on a entendus dans l'enfance, le contexte religieux dans lequel on a été éduqué. Il y a beaucoup de couches. Il y a beaucoup de pelures à enlever afin de découvrir quelle est la vraie femme qui se cache en nous. C'est un sujet qui vous tenait fort à cœur de faire un roman sur ce thème-là. En fait, c'est en octobre. Comment c'est devenu ce livre de manière assez cocasse. Quand en octobre 2012, il y a 50 nuances de Grey qui fait le buzz, je me suis dit, bon, à l'époque j'avais 45 ans, je me suis dit, je ne savais pas qu'en m'accrochant au plafond et en me donnant une petite fessée, j'aurais la jouissance de ma vie. J'ai sans doute des choses à apprendre. Et puis, au hasard d'une conversation, j'ai entendu quelqu'un se plaindre du fait que son mari avait la migraine. Et voilà, je me suis dit, mes enfants sont grands, j'arrive peut-être à me détacher du regard de ma progéniture, et c'est un sujet sur lequel j'ai envie de me pencher. Et finalement, j'ai trouvé ça beaucoup plus passionnant, intéressant et méandreux que je ne l'aurais cru au départ. Alors, on peut peut-être demander à Isaac Franco-Cohen ce qu'il pense justement de la migraine. Alors, Caleb ne peut pas avoir la migraine. Caleb est un personnage atypique, anachronique, et presque. C'est bien de rebondir sur votre personnage. Oui, non, mais vous allez voir, je vais parler de ce que nous racontait Valérie tout à l'heure. C'est un personnage atypique, c'est un personnage anachronique, c'est un homme à l'ancienne. Il ne peut pas avoir ce genre de retenue, de réticence ou d'incapacité ou de refus. Non, c'est un homme à l'ancienne. Je veux dire, c'est aussi un. Oui, c'est un homme. Et dans le monde et dans la société de femmes telle que celle dans laquelle nous vivons désormais, où même les hommes sont commandés de parler une langue de femme, il cherche une place qui lui est de plus en plus contestée. C'est aussi un homme qui, je le dis en entrée de roman, a une 60aine d'années. Oui. Et c'est important, pourquoi, et là je vais rebondir sur le désir. Vous parliez de désir féminin, je vais vous parler du désir masculin à 60 ans, parce que pour un homme à 60 ans, se pose la question de savoir tout le temps qu'un homme est capable d'avoir une érection, il est dans ce monde. Il partage les défis, les enjeux du monde. Ouais. Il est partie prenante. Il vit la menace d'une incapacité érectile comme une première mort, comme une petite mort. Et donc il est terrorisé par cela. Et cette incapacité, au contraire de la femme, celle-ci, elle se voit, elle est incontestable, on ne peut rien y faire. Ouais. Une femme peut masquer cela. Et donc, cet homme-là est un homme du passé qui verse dans un monde dont il ne comprend pas toujours tout. Le fonctionnement. Fonctionnement. Il vient avec des codes, je ne vais pas dire du passé, mais avec une éducation issue d'une culture machiste, culture orientale, dans un monde occidental qui est petit à petit devenu un monde de femmes et qui contraint désormais tout le monde à parler comme les femmes et à privilégier les notions essentiellement féminines que sont la compassion, la compréhension, l'indulgence et tout ce que vous voulez. Et donc, il y a dans ce livre aussi un choc de culture. Comment un homme issu d'une telle culture, aussi anachronique, aussi machiste, c'est vrai. Mais les machos sont probablement ceux qui aiment le mieux les femmes. Vous croyez ça ? Oui, peut-être pas toujours bien, de la bonne façon. Et vous, Valérie, vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas convaincue du tout. Je pense que il y a une différence entre aimer les femmes et aimer bien les femmes. Mais c'est pas antagoniste, on peut être macho et bien aimer les femmes. Je pense aussi, comme Isaac vient de le rappeler, que lorsqu'on est à un certain âge et issu d'un certain type d'éducation, cette virilité est vécue comme quelque chose de primordial dans la vie. D'ailleurs,
lors des consultations chez un sexothérapeute, le premier trouble pour lequel un homme va consulter, c'est un trouble de l'érection, tandis qu'une femme, ça va être un trouble du désir. Voilà la différence. Je viens de passer 3 jours. C'est toujours le lien, comme je l'ai dit, avec vos 2 romans, c'est l'amour. Bien sûr. Ce qui est assez rigolo, c'est que je viens de passer 3 jours en Suisse où il y avait un salon j'ai dédicacé et tous les hommes de 60 ans et plus qui passaient devant mon livre me regardaient en se marrant et genre, mais non, pas moi. Et puis il y a un homme d'une 40aine d'années qui est passé devant moi, qui s'est arrêté, qui m'a regardé d'un air assez fâché et qui m'a dit « Mais on a le droit quand même !» Et j'ai trouvé ça très touchant qu'un monsieur puisse exprimer qu'à un moment, oui, on puisse avoir la migraine. Oui, tout à fait. Alors, pour en revenir au personnage d'Isaac dans votre livre, ces femmes qui sont... D'abord, il y a Blanche, qui est une amoureuse incontestable. Elle aime son mari, elle lui écrit une lettre fabuleuse. Je me suis demandé, mais comment a-t-il fait pour écrire une si belle lettre ? Parce qu'en général, c'est les femmes qui écrivent des lettres comme ça. Mais vous, puisque c'est vous qui l'avez écrit, vous êtes un homme. Et ça m'a épatée. Je me suis dit, mais quelle belle lettre. On a envie d'avoir une lettre comme celle-là. Évidemment, là, dans votre roman, c'est vous qui l'écrivez, mais c'est je vais dire le personnage qui l'écrit, c'est Blanche qui l'écrit à son mari. Et j'en ai eu presque les larmes aux yeux. Franchement, il faut lire ce passage qui est fabuleux. Elle lui dit tout, en fait. On ne va pas, évidemment, déflorer le livre, parce que je déteste faire ça. Je veux que nos auditeurs lisent votre livre. Mais cette lettre est prenante, touchante. Et elle nous permet aussi de voir de comprendre à quel point une femme peut souffrir, justement, de manque de désir, comme dans votre livre, Valérie, mais aussi d'une infidélité. Et c'est quelque chose qu'une femme qui subit l'infidélité, ça n'a pas de mots. Et là, cette femme trouve les mots pour essayer, non pas de culpabiliser son mari, mais de lui faire comprendre sa souffrance. Oui, elle va lui dire jusqu'à quel point elle l'aime. Oui. Jusqu'à quel point elle était capable d'aller pour continuer de partager l'existence de cet homme jusqu'au moment où... je ne veux pas déflorer le sujet, mais jusqu'au moment où elle apprendra quelque chose, où elle vivra quelque chose qui lui fait penser que non, ça je ne peux pas l'accepter, je ne peux plus l'accepter. Et donc elle va s'en aller en étant foncièrement, fondamentalement et je dirais irréversiblement amoureuse de cet homme. Oui. Alors j'en lis quelques petits passages pour vous donner l'envie de lire ce livre, l'eau à la bouche comme on dit. Alors elle lui écrit « J'ai continué à t'aimer parce que t'aimer est la seule chose que je sache faire, bien en dehors du talent que je me reconnais de pouvoir monter plusieurs films complètement différents dans les mêmes kilomètres d'images. » Alors c'est vrai que pour elle, la seule chose qu'elle sache faire au monde, c'est d'aimer son mari. Déjà ça, je trouve merveilleux d'écrire des choses comme celle-là. Et puis, il lui a refusé un enfant, qu'elle l'implorait, évidemment. Et il y a encore une autre phrase que j'ai beaucoup aimée. « Je t'ai aimé même quand tu me lançais ma goïtitude à la figure et que tu m'en voulais de ne pas être juive. » Oui, il y a une caractéristique commune à ces 3 femmes, aucune n'est juive. Et comment expliquez-vous ça Pourquoi justement avoir pris des personnages qui ne l'étaient pas parce dans que ces femmes, le poids de sa judéité est tellement lourd qu'il veut s'en affranchir dans sa vie privée. Ça, vous l'expliquez aussi. Reposer un peu d'une judéité qui est envahissante, je veux dire presque totalisante, totalitaire. Ces femmes non juives le reposent de cet héritage dont il est porteur et qu'il vit au premier degré. C'est-à-dire ce qui touche, il y a aussi un passage à propos de ça, ce qui touche au peuple juif, il le prend pour lui. Il est le peuple juif. Quand le peuple juif souffre, est humilié, piétiné, insulté... C'est un lourd fardeau qu'il ne veut pas partager. Il est impossible de s'affranchir, de se débarrasser de ce fardeau. Ce fardeau est lui, il est ce fardeau, et il y a des moments où il a besoin de respirer, de s'asseoir, de se reposer de ce poids qui lui pèse sur les épaules. C'est trop dur. Il vit sa judéité comme... il a charge de témoin, il a charge de témoignage, il doit passer
Il doit honorer ce qu'il est. Il est juif, mais en même temps, ça le tue, ça le bouffe. Et dans sa vie privée, eh bien, ces femmes, aucune de ces 3 femmes n'est juive, mais c'est peut-être pour ça qu'elle partage une partie de sa vie. Alors c'est vrai que c'est écrit un peu, surtout cette lettre à la façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Christian Bobin. Alors, Christian Bobin est un grand poète, est un auteur que j'aime énormément, parce que justement, vos phrases, votre texte et vos phrases sont très courtes, ramassées, c'est-à-dire tout est épuré, c'est très fluide, on lit ça d'une facilité. Je ne veux pas dire que votre livre est facile à lire, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est beau, c'est poétique en même temps. Il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup de poésie aussi dans toutes les phrases. Et j'ai trouvé ça étonnant pour un premier roman. Enfin, c'est incroyable. Écoutez, je suis à la fois touché par ce que vous en dites et en même temps un peu surpris parce qu'il y a des phrases qui s'étirent parfois sur 2 pages, sur 3 pages. Et la ponctuation, les virgules en particulier. Oui, mais je veux dire, c'est fluide. Oui, il n'y a pas de superflu, quoi. C'est pas lourd. Je comprends mieux. Voilà. Oui, mais en effet, il y a parfois des phrases qui sont comme de longues lamentations qui s'étirent sur 2 pages. Comme du Bobin. Il faut lire, que du je Bobin. ne connais pas. J'ai du mal à en parler, mais c'est vrai que c'est un texte qui se lit silencieusement, mais lorsque on le lit à haute voix, lorsque on entend sa propre voix dire ce que les yeux lisent, ça a une musicalité toute particulière. Et la longueur des phrases se prête très bien à cette espèce de spleen, de nostalgie, de mélancolie, et puis d'incapacité de cet homme à trouver une place dans la vie, parce que c'est de cela dont il s'agit. Oui, c'est un homme qui reste à côté de sa vie toute sa vie. Et que l'amour un peu... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il refuse cet enfant à cette femme. Oui. Il ne sait pas quoi faire d'un enfant. Un enfant, c'est la porte qui ouvre. Il ne veut pas un mini-lui. Il ne veut pas un mini-lui parce qu'il s'aime et en même temps il se déteste. Et puis parce qu'un enfant, c'est la porte d'entrée dans la vie. Et vous ne pouvez pas fermer cette porte lorsqu'un enfant l'a ouverte pour vous. Il faut l'emprunter. Il faut alors plonger dans la piscine. Vous ne pouvez pas rester sur la margelle. Vous ne pouvez pas rester au bord de la piscine. Vous êtes dans l'eau, vous devez nager. L'enfant, c'est ça. Et cet homme est incapable de vivre sa vie. Donc, parfois, il prend la vie, il la regarde, il essaye de savoir comment ça fonctionne, ces choses-là qui s'appellent la vie, quel mode d'emploi, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis, c'est trop compliqué, il la dépose à nouveau, et puis il va reprendre à nouveau ce mode d'emploi 6 mois ou 3 ans plus tard. Mais c'est un silencieux qui parle, et en même temps, c'est un homme qui ne sait pas vivre, à qui on n'a pas expliqué comment on fait, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est au monde, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a reçu ce cadeau qu'est la vie. On en fait quoi? On le féconde comment? C'est pour en faire quoi? Et donc c'est un homme qui reste focalisé sur lui, qui ne peut pas s'affranchir de lui, de la dictature de lui sur lui. Alors qu'un enfant, c'est quelque chose qui permet d'introduire l'autre et de cesser d'être le personnage principal, l'histoire de sa vie. Et donc c'est un homme entravé, ankylosé. Pas seulement donc une femme qui a ankylosé son cœur, mais d'où le titre. Mais ankylosé en général. Donc c'est un homme entravé, c'est un homme corseté et qui essaye de se libérer de ses entraves. Et pour Valérie, vos personnages, vos femmes, ces 4 personnages, l'infidélité est-elle plus importante ou moins importante par rapport au désir? Non, je pense que dans mes 4 personnages, elles ont chacune un chemin de vie très différent. Il y a tout d'abord Anna, qui est une cinquantenaire et qui depuis 30 ans vit avec un mari acariâtre. Elle est bien plus attachée à son chien et elle simule le plaisir depuis une 30aine d'années, mais elle n'a jamais trompé son mari. Lucia est une jeune femme qui a eu effectivement une relation avec un homme marié qui l'a délaissée et depuis... Elle est coupée en 2, donc sa tête dit oui, son corps dit non et elle ne ressent plus aucun plaisir physique. Son amie Noémie est une quadragénaire très active, qui est follement amoureuse de son mari, qui lui, quand il rentre à 50 ans d'une journée de boulot, il a juste envie de mettre la tête sur l'oreiller et de s'endormir. Et donc voilà, c'est lui, ce brave Alexander, qui a la migraine. Et le 4e personnage, Julie, est une trentenaire qui a eu coup sur coup 4 enfants.
qui a été quittée par son mari, qui enchaîne les relations sans lendemain avec les hommes et qui rêve de trouver l'amour et non pas un homme qui au bout d'une demi-heure lui demande où est la salle de bain dans son appartement. Mais pour ces femmes, l'infidélité est souvent un remède à leur propre douleur et n'est pas une fin en soi. Maintenant, elles sont aussi peut-être d'une génération pour qui le mariage est un engagement moral exclusif, un engagement de cœur et non pas nécessairement un engagement physique exclusif. Mais ça, elle ne l'exprime pas de telle manière dans le livre. Survoler le passé comme un petit oiseau, ne pas s'y attarder, s'y engluer ou s'y perdre, le visiter de loin, une carte à la main, comme un musée, un temple ou un cimetière. Elles sont attachées au passé, vos personnages, à ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles n'ont plus ? Oui, je pense qu'on est tous évidemment le résultat de nos émotions, de nos expériences vécues, de notre éducation. Et pour ça, le couple est un merveilleux laboratoire, un lieu d'échange, un lieu d'expertise, d'expérience, d'apprentissage aussi. Et finalement, mes personnages, qu'ils aient 30, 40 ou 50 ans, sont tous le résultat d'un passé, des valises qu'elles portent malgré elles. Et Patrice de Migny, le sexothérapeute qu'elles vont rencontrer, va leur permettre petit à petit de réaliser que ce désir au présent et au féminin qu'elles ont du mal peut-être à vivre pleinement, est le résultat de 30 ans, 40 ans qu'elles doivent un petit peu dépoussiérer. Pourquoi avoir choisi un homme au lieu d'une femme en tant que... Je me suis posé la question. Alors elles se confient, elles ont des problèmes avec leur mari, entre guillemets, mais c'est chez un homme qu'elles vont se confier. Pourquoi pas une femme ? Pourquoi vous avez choisi justement... Ça doit être lié à ma propre histoire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai un frère médecin, mais j'ai toujours pris le parti d'aller chez des hommes médecins et j'ai plus de facilité à me confier à un homme qu'à une femme. Et je pense que si j'avais eu des problèmes de ce type-là, j'aurais peut-être été chez un homme. Donc ce roman n'est pas autobiographique. En même temps, comme dans tous mes romans, je suis dans tous les personnages et sans doute pas à l'endroit où on m'attend. Donc ça doit être un peu de moi qui a déteint dans le livre. Peut-être justement le sexologue. J'ai eu la chance, en tous les cas, dans les méthodes que pratique ce sexologue, sont des méthodes que j'ai eu la chance de pratiquer dans d'autres stages de développement personnel qui n'étaient pas nécessairement du tout liés à la sexualité. Et donc, cet homme que j'ai voulu masculin, mais sans vraiment avoir une masculinité affirmée, est peut-être pour moi le thérapeute idéal, celui que j'aurais voulu rencontrer. Oui. Alors, peut-être une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Pour vous, qu'est-ce que l'amour ? Ça, c'est une vaste question, bien sûr. C'est pas une question piège, mais j'aime bien de savoir un peu, comme vous écrivez tous les deux sur ce thème, qu'est-ce que vous pensez, pour vous, qu'est-ce que l'amour en général, ou en particulier ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse d'ailleurs dire de l'amour d'un homme qu'il est le même que l'amour d'une femme. Je ne suis pas sûr que les hommes aiment les femmes de la même manière que les femmes aiment les hommes. Il y a une manière masculine d'aimer, il y a une manière féminine d'aimer. Je crois qu'elles sont, je vais dire essentiellement, au sens propre du mot, différentes. C'est-à-dire l'essence de l'amour est différente. Il y a chez la femme, c'est ma représentation, c'est moi qui parle, donc je ne prétends pas énoncer une vérité qui s'applique à tout le monde. Il y a, me semble-t-il, pour ce qui me concerne, chez l'homme, chez la femme, le sentiment que toute la vérité du monde se trouve dans l'homme avec lequel elle partage sa vie. C'est que son rapport au monde est tout entier contenu dans l'homme. Que cet homme, lorsque ça se passe bien naturellement, lorsqu'il répond à ses attentes légitimes, que cet homme répond à toutes les attentes, à toutes les raisons d'être au monde, que l'univers est entier contenu dans cette relation. Chez l'homme, c'est beaucoup plus complexe. Chez l'homme, amour et fidélité, ça va pas nécessairement ensemble. Ça, il faut le dire. Mais la notion de fidélité ou d'infidélité n'a pas la même résonance, la même connotation dans le chef d'un homme que pour une femme. Un homme a tendance à penser qu'il doit chercher les raisons d'être au monde dans tous les possibles, dans toutes les illusions que le monde lui offre. Même s'il va passer sa vie entière à errer et à chercher des raisons qu'il trouvait à côté de lui, mais qu'il ne voit pas, mais qu'il doit
Il doit faire le tour du monde, il doit faire cette errance, il doit faire cette, je dirais, éducation sentimentale pour en arriver à la même conclusion que la femme avait déjà trouvée dès le début. Oui. Et je pense qu'il y a un malentendu de fond entre l'homme et la femme. Et j'aimais bien ce que Valérie nous disait tout à l'heure à propos du couple qui est le champ d'expérimentation premier. C'est là qu'on élabore une langue qu'on essaie d'être commune à l'homme et à la femme, que cette langue commune satisfasse aux deux. C'est un énorme malentendu, un homme et une femme. Mettre un homme et une femme ensemble, c'est un défi colossal, c'est un défi gigantesque. J'aime beaucoup ça. Ah oui, non, mais c'est de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de mariage. Il s'agit de rien de moins qu'une entreprise éminemment révolutionnaire qui consiste à mettre un homme avec son alter ego. Et vice-versa, la femme avec son alter ego. Qu'est-ce qu'il y a dans alter ego ? Il y a altérité, il y a l'autre par excellence, la femme est l'autre par excellence, mais elle est égaux, elle est égale aussi, elle est son égale. Et il faut essayer de trouver une langue qui soit commune, avec deux représentations du monde différentes, avec deux conceptions du couple différentes, avec deux conceptions de la fidélité différentes, deux conceptions de la fidélité différentes, avec tout qui est différent. Ouais, et c'est donc pas évident. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Alors, je vais vous répondre d'une façon béni oui, c'est l'oubli de soi. Mais est-ce qu'on s'oublie jamais ? C'est pas vrai, on ne s'oublie jamais. On est toujours présent. On est toujours au premier plan de son histoire, de sa vie. Alors, il y a des moments d'oubli de soi. Lorsque Blanche écrit sa lettre à Caleb, c'est une ode. Elle est dévouée. Hein ? Elle est dévouée, c'est une ode à l'oubli de soi. Et c'est presque un amour christique. C'est un amour total. Mais est-ce qu'on s'oublie jamais ? On s'oublie jamais. On demande à l'autre, dans un rapport amoureux, quelque chose. Et il faut que l'autre, il délivre. Il faut qu'il donne. S'il donne pas, on peut supporter un certain temps, et puis passer ce certain temps, on s'en lasse et on s'en va. Donc on est toujours présent dans cette exigence. Sauf peut-être chez les fous, chez les saints. Où on n'attend rien en retour et où on est capable d'une telle dévotion, d'un tel oubli de soi. Mais je n'y crois pas. Et Valérie ? Je serais un petit peu plus nuancée que ça. Je pensais l'avoir été. Vous voyez que c'est gai de vous mettre ensemble, hein ? Dans le sens où j'ai l'impression que, évidemment, il y a différents types d'amour et même un même amour évolue. C'est ça qui fait qu'on peut vivre un peu l'amour dans un seul et même amour. J'ai plutôt l'impression qu'un amour est un lien d'âme à âme, que ce soit avec un conjoint, un ami, un enfant, que c'est quelque chose qui nous fait vibrer et que c'est surtout, contrairement à ce qu'Isaac disait par rapport à son personnage de Blanche qui sacralisait l'homme, moi j'ai l'impression que l'amour est profond et absolu quand on peut accepter l'autre dans ses faiblesses, dans ses petits... dans ces tréfonds un peu plus sombres, et pas uniquement dans cette vue acidulée, rose bonbon qu'on peut avoir de l'autre personne. Et donc j'ai l'impression que l'amour, c'est cette énergie vitale qui fait qu'on a envie de se lever le matin pour la personne qui dort à côté de nous ou pour quelqu'un d'autre. C'est l'amour qu'on peut... j'espère avoir pour soi, parce que j'ai l'impression qu'il est difficile d'aimer l'autre si on n'a pas un minimum d'amour pour soi. Et cet amour qu'on a à avoir pour l'autre est un petit peu le miroir grossissant de ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire qu'on peut aimer l'autre... on va mettre des barrières, il va y avoir ce qu'on va exprimer, ce qu'on n'exprime pas dans la relation à l'autre, il va y avoir les limites qu'on peut mettre ou pas, et tout ça finalement ce n'est qu'une loupe grossissante de ce que nous on est vraiment à l'intérieur de nous. Donc je dirais que c'est plutôt ce lien qui fait vibrer d'âme à âme et qui peut de minute en minute évoluer. C'est ça qui fait que l'amour est un concept assez volatile et merveilleux à la fois. Alors moi j'étais très contente de vous recevoir tous les deux, hein. Il est déjà 13h44, donc on va devoir se quitter, mais que ce soit Valérie pour son Monsieur à la migraine, que j'ai beaucoup aimé, parce que là aussi vous avez une écriture, ça se lit rapidement, on est dans votre livre. On tourne les pages et on veut savoir ce qui va se passer. On rit beaucoup, ça je tiens à le dire, malgré que c'est un sujet fort, important et qui nous concerne toutes et tous. C'est un sujet
presque d'actualité. J'ai fait le choix de traiter avec légèreté et humour, et plutôt par petites touches délicates, un sujet qui reste peut être tabou, profond et tabou. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'est la partie du désir. Qu'est-ce qui se passe avant l'acte? L'acte en lui-même, pour moi, n'avait aucun intérêt. C'était vraiment ce processus intellectuel et affectif qui fait que la femme va pouvoir avoir du désir pour un homme qui m'intéressait. Donc, je rappelle votre livre, Valérie, c'est Migraine, Monsieur à la migraine et pas Migraine, Monsieur, ne confondons pas. Aux éditions Luce Wilquin, ça vient de sortir, c'est à lire, je vous le conseille vivement. Merci d'être venu en parler en tout cas, aux côtés d'Isaac Franco Cohen, qui lui, Ankylosé, ça aussi c'est un livre que je vous recommande particulièrement parce que c'est beau, c'est bien écrit, c'est une très belle histoire. C'est aussi sur le pardon, l'infidélité. J'ai l'impression que Blanche a tout pardonné à son amour. Oui. Et c'est pas facile. Non, pas. En tout cas, ce qu'elle pardonne à son homme, Oui. c'est énorme. Elle pousse les limites de son amour extrêmement loin. Elle s'oublie. Elle va jusqu'à s'oublier. C'est pour ça que je parlais d'amour christique. Elle est dans l'oubli d'elle-même jusqu'au moment où elle va connaître les limites de cet amour. J'ai un épisode dans le livre va lui révéler quelque chose qu'elle sera incapable de supporter. Mais elle part avec un trou dans le cœur. Elle le dit, elle l'écrit d'ailleurs. Elle l'écrit, elle part avec un trou dans le cœur. Mais elle ne sait faire qu'aimer cet homme. Et elle le comprend d'emblée. Aussitôt qu'elle le connaît, aussitôt qu'elle le rencontre, elle lui dit d'ailleurs cette chose-là: je vais vous aimer et je vais vous apprendre à m'aimer, et je vais vous aimer tellement que vous ne pourrez pas ne pas m'aimer en retour. Parce que lui, il la met en garde. Tout à fait. Il l'a mise en garde dès le départ. Il est à la fois courageux en lui disant ça, honnête en disant ça, et un peu lâche, parce que c'est une manière de se dédouaner. Après, il peut dire très facilement: mais je t'ai prévenu, je t'ai dit qu'il fallait pas tomber amoureuse de moi. Est-ce que c'est un dandy? Oui, c'est un dandy, c'est un Don Juan, je vous dis, c'est tout et son contraire. C'est vraiment un personnage extrêmement contrasté qui, dans un même instant, dans un même souffle, peut passer du sommet à l'abîme. Il est tout ça. C'est un homme écartelé par ses pulsions, par ses tentations, qui parfois l'amènent vers la sainteté, et d'autres fois, et parfois juste derrière, l'amène vers le dévoiement le plus absolu. Donc il est à la fois très courageux, très honnête, il prévient: attention, il ne faut pas m'aimer parce que je suis un homme qui est incapable d'aimer, je ne pourrais pas t'aimer en retour, mais en même temps c'est une manière de lui dire: bon, écoute, tu prends tous les risques, et puis t'assumes. Moi, je t'aurais prévenu et je me charge de te le rappeler si nécessaire. Donc il est à la fois intègre, honnête et un peu lâche, c'est-à-dire il ne prend pas trop de risques. C'est ça le personnage de Caleb, et c'est un personnage, alors je disais, c'est un livre d'hommes. Alors il y a des personnages féminins, donc il y a des portraits de femmes, évidemment, qui révèlent le portrait de l'homme, mais je pense, dans une littérature aujourd'hui qui fait la part belle, et c'est pas une critique, c'est un constat, qui fait la part belle aux femmes et aux voix des femmes. Et Valérie est un des témoins de cette arrivée, je dirais, dans la littérature, de voix polyphoniques féminines, essentiellement, parce qu'elles se sont tues longtemps, trop longtemps, et elles veulent faire entendre leur voix, leur rapport au monde. Eh bien, Caleb, c'est un homme qui est résolument homme et qui veut faire entendre sa voix d'homme dans un monde qui est devenu un monde de femmes. Caleb Cohen, je précise. Donc, on peut vous trouver dans toutes les bonnes librairies également. Oui, comme on dit. C'est aux éditions La Muette, donc ça s'appelle Ankylosé, Isaac Franco Cohen. Et puis Valérie Cohen, Monsieur à la migraine, donc je le répète, aux éditions Luce Wilquin. Ça vient de sortir, ces 2 bons romans de la rentrée que je vous invite donc à lire. J'ai été très contente de vous réunir et surtout de réunir vos personnages. C'était une belle rencontre. Nous nous connaissions déjà, mais dans d'autres, avec d'autres raisons
voilà. pour nous rencontrer. Mais j'ai bien aimé cette rencontre également et merci de l'avoir provoquée. Merci à vous, ça fait beaucoup de Cohen autour de la table, oui. Mais c'est gai d'être réunis autour des mots. Oui, et puis c'est bien que vos personnages puissent rencontrer ceux d'Isaac, c'était quand même assez sympathique, je trouve. Enfin, moi, je les imagine en train de parler, là, maintenant, entre eux, dans les pages de vos livres respectifs. Il est 13h50, on va continuez bien sûr cette émission, c'est jusque 15h, donc restez avec nous à l'écoute. Je vous propose bien sûr dans la deuxième partie de l'émission Isabelle Monin avec Les gens dans l'enveloppe, ça vient de sortir chez JC Lattès. Il y a également Alex Baupin qui a écrit une musique par rapport au personnage de ce livre, et puis nous retrouverons aussi Charles Danzig qui nous parle d'amour et de Anne, et lui c'est publié chez Grasset, ça fait partie de la rentrée littéraire 2015. Voilà, je vous laisse maintenant avec Jacques Mercier, c'est le moment de son mémo et je vous dis à la semaine prochaine et bonne lecture.